40 ans après sa mort, Elvis Presley fait de nouveau la une des journaux. Alors que son acte de naissance ne comporte qu'un seul A, il est intriguant de constater que sa pierre tombale porte son deuxième prénom avec 2 A. Cette faute de frappe est un autre indice que beaucoup de gens détectent. Il existe un coffre-fort caché au plus profond des murs de Graceland, scellé, intact et incroyablement énigmatique. La question importante est cependant la suivante. Quel est, selon vous, le plus grand trésor d'Elvis Presley? Sa famille, sa musique ou autre chose? Dites-le moi dans la section commentaires ci-dessous. Examinons maintenant ce qui se trouve dans ce coffre secret. Comment il a été découvert et pourquoi il suscite un tel enthousiasme parmi les historiens et les passionnés d'Elvis. Les premières années. Elvis aimait la musique et la dévotion. Il était fasciné par les hymnes et les sermons de l'église Assembly of God. À la maison, il écoutait une grande variété de musique, comme le gospel de l'église, les chansons de blues jouées par ses voisins et la musique country à la radio. La musique devint sa passion et le suivit partout. Le 3 octobre 1945, Elvis se produisit pour la première fois devant un public. À l'âge de 10 ans, il monta sur une chaise pour se rendre au micro lors du concours de talent de la foire agricole du Mississippi et de l'Alabama. Son interprétation de Old Shep lui valut quelques billets pour le manège de la foire et la 5e place. C'était un moment de fierté et un signe de ce qui allait suivre, même si ce n'était pas une récompense substantielle. 2 ans plus tard, en 1947, Elvis désirait un nouveau vélo brillant, mais la famille n'avait pas les moyens de se le payer. À la place, Gladys l'accompagne chez Tupelo Hardware Company pour acheter une guitare à $13. Ce petit instrument devint un trésor et ouvrit la voie à un voyage musical qui aurait un impact sur le monde. Elvis offrit à ses élèves du collège Milam une interprétation mémorable de Leaf on a Tree, en guise de cadeau d'adieu. Pourquoi cet adieu? Les Presley étaient sur le point de franchir une étape importante. Ils chargèrent dans leur vieille Plymouth tout ce qu'ils possédaient et partirent pour Memphis, Tennessee, à la recherche d'un avenir meilleur. Ils n'eurent pas beaucoup de temps seuls. Le reste de la famille Presley et Smith suivit bientôt, à la recherche de leur propre part du rêve américain. Mais la réalité les frappa de plein fouet. De 1948 à 1953, Elvis et sa famille vécurent dans des logements sociaux et de petites maisons bon de marché dans le nord de Memphis. Un quartier où les ressources étaient rares et la vie difficile. Vernon et Gladys travaillaient sans relâche, jonglant entre plusieurs emplois, tandis qu'Elvis fréquentait le lycée L.C. Humes, afin de subvenir aux besoins de ses parents. Elvis acceptait des emplois subalternes partout où il le pouvait. Malgré les difficultés, la famille est restée soudée, s'appuyant sur sa foi et se rendant régulièrement à l'église Assembly of God. Elvis se réfugiait dans la musique. Sa voix, sa guitare et son style unique lui apportaient du réconfort. Lorsqu'il cherchait des vêtements originaux sur Beale Street, il s'imprégnait des riches sonorités du gospel et du blues noir. Avec ses favoris et ses cheveux longs, il était difficile de manquer Downtown Gospel Sings, qui devint rapidement un lieu de rencontre populaire. Sa musique ne se limitait pas aux offices religieux. Lors d'un spectacle de talent au lycée Humes, Elvis monta sur scène avec sa guitare. Il fut surpris lorsque le public l'acclama et qu'il gagna. Après avoir fait un rappel en raison des applaudissements enthousiastes, il partit plus confiant que jamais. Mais ce chapitre ne dura pas longtemps. En 1953, Elvis avait obtenu son diplôme du lycée Humes. Afin de subvenir aux besoins de sa famille, il commença à travailler à l'atelier de mécanique Parker presque immédiatement. En août, il rejoignit le Memphis Recording Service, qui deviendra plus tard Sun Records. Il offrit à sa mère, Gladys, un cadeau d'anniversaire sincère en enregistrant My Happiness et That's When Your Heartaches Begin pour seulement $4. Malgré sa modestie, ce fut un moment important qui marqua le début de sa carrière musicale. Sam Phillips, le fondateur de Sun Records, commença à remarquer quelque chose de spécial chez Elvis à cette époque. Il perçut le potentiel de la voix du jeune chanteur et pensa qu'Elvis pourrait devenir un grand interprète de ballades. C'est ainsi que débuta la carrière musicale d'Elvis Presley. En 1955, les choses avaient commencé à changer. Elvis était réputé pour sa présence théâtrale captivante, sa voix unique et son apparence séduisante.
Il fascinait le public partout où il allait en se déhanchant. Cette année-là, Elvis connut le succès après que son manager, le colonel Tom Parker, signe avec RCA Records. L'ascension d'Elvis Presley en 1956 était imparable. Son premier album, Elvis Presley, et son premier single, Heartbreak Hotel, se classent tous deux numéro 1 des ventes. Cette année-là, son statut de multitalent est confirmé lorsqu'il signe un contrat avec Paramount Pictures. Le public l'adore, même si certains trouvent ses techniques de danse audacieuses provocantes. Il fait ses débuts à la télévision en tant que membre régulier de The Stage Show, une émission animée par Jackie Gleason et mettant en vedette Tommy et Jimmy Dorsey. Au cours de ses 6 apparitions, Elvis devient une célébrité nationale. Heartbreak Hotel arrive en tête des charts. Et les derniers succès d'Elvis chez Sun Records, I Forgot to Remember to Forget et Mystery Train, l'aident à franchir une nouvelle étape. Quand il atteint le sommet des charts country, cela change sa carrière. Quelques mois plus tard, RCA publiait le premier album complet d'Elvis Presley, contenant ses premiers singles. Le succès de l'album se mesura à sa présence pendant 10 semaines au sommet des classements. Il s'agissait du premier disque d'Elvis Presley à atteindre le $1 million et à être certifié disque d'or. Quelques jours après la sortie de l'album, Elvis se rendit au studio Paramount de Hollywood pour un essai de film. Il joua dans un scénario de Rainmaker et fit du playback sur Blue Suede Shoes pendant 2 jours. Pendant cette période mouvementée, Elvis était constamment en déplacement et poursuivait ses rêves. Il a fait la une des journaux lorsqu'il s'est produit en direct dans l'émission The Milton Berle Show sur la plateforme spéciale de l'USS Hancock. Mais ce n'était que le début. Son emploi du temps se remplissait rapidement. Il a signé un contrat d'un film avec 6 options avec Hal Wallace et Paramount Pictures. Elvis s'est produit au New Frontier Hotel de Las Vegas en avril et mai 1956. Cette fois, sa magie habituelle ne fonctionna pas. Les jeunes joueurs étaient moins intrigués que ses admirateurs. Heartbreak Hotel, une chanson de son premier album Elvis Presley, atteignit la première place du classement pop de Billboard. Elvis devint plus connu pendant sa tournée. Lors de ses performances énergiques, les fans se pressaient sur scène, l'interrompant parfois prématurément. En juin, Elvis fit son retour au Milton Berle Show dans un studio conventionnel. Aux côtés de Jordan Ayers, Scotty Moore, Bill Black et DJ Fontana, il interprète Hound Dog de manière amusante. Les jeunes fans sont attirés par ses activités audacieuses, mais les critiques et les parents le remarquent. Les critiques ne font qu'accroître sa notoriété pour l'une de ses performances les plus commentées. Les organisations religieuses et conservatrices ont critiqué les danses et les chansons audacieuses d'Elvis Presley. Mais son petit public était fasciné. Sa popularité a augmenté à mesure qu'il se produisait et sortait de nouvelles chansons. L'argument ne le dissuada pas. Après cela, il fit une apparition dans The Steve Allen Show sur NBC. Son récent incident d'apparition à la télévision fut parodié dans la pièce. Elvis divertit un Basset Hound sur scène en portant une cravate blanche avec son interprétation de Hound Dog. Elvis n'aimait pas le tour, mais il l'accepta. Malgré le chaos, il joua aux côtés d'Andy Griffith, Steve Allen et Imogen Coca dans un sketch humoristique. Elvis devient plus connu, mais fait également face à de plus grandes critiques. En acceptant un contrat de $50 000 pour ses prochaines apparitions, il établit une nouvelle référence pour l'industrie du divertissement. Le lendemain, pour son 4e album RCA, il appelle les Jordanaires, un groupe de gospel et de country bien connu, in studio. Les Jordanaires ont fait des tournées et joué dans ses films, lui apportant leur soutien jusqu'à la fin des années 1960. En août 1956, Elvis a commencé à tourner son premier film. Les Reno Brothers ont changé leur nom en Love Me Tender pour capitaliser sur le buzz autour de leur chanson à succès. Pendant le tournage du film, Elvis fait ses débuts à la télévision dans l'émission The Ed Sullivan Show, qui était à l'époque l'émission la plus populaire. La performance d'Elvis, qui a attiré 80% de l'audience télévisuelle du pays, a été présentée par Charles Lawton malgré l'accident de voiture de Sullivan. Quelques semaines plus tard, Elvis est rentré triomphalement à Tupelo, dans le Mississippi. Le 26 septembre 1956, la ville proclama le jour d'Elvis Presley. Lui et sa famille se produisirent 2 fois au Salon de l'agriculture du Mississippi et de l'Alabama.
où il s'était déjà produit dans sa jeunesse. L'enthousiasme fut tel que la garde nationale dut être mobilisée pour contenir la foule. Dans tout le pays, Elvis était devenu une véritable idole. Sa présence sur les t-shirts, les jeans et les casquettes marqua le début d'une nouvelle phase dans la commercialisation des célébrités. Elvis et le colonel Tom Parker, son manager, furent les premiers à exploiter l'engouement pour son visage. Love Me Tender, le premier film d'Elvis Presley, sort le 15 novembre 1976 au Paramount Theater de New York. Son jeu d'acteur est peu critiqué et le film est un succès. Sa renommée est consolidée lorsque le film, dont l'action se déroule pendant la guerre de Sécession, met en avant ses talents d'acteur et de chanteur. Le 31 décembre 1976, Elvis conclut son année mouvementée en faisant la une du Wall Street Journal. Le titre, qui affichait 22 millions de dollars de ventes d'articles, témoignait de la ferveur et de la renommée sans précédent d'Elvis Presley. En 1956, la vie d'Elvis Presley prit un tournant radical. Il est passé de célébrité montante à superstar mondial cette année-là. Tout ce qui porte son nom se vendait. Il battait des records de musique et de télévision. Et sa carrière d'acteur décollait. Partout où il allait, on l'acclamait. Un personnage controversé. Elvis était un symbole de la culture adolescente américaine. Sa présence théâtrale captivante et ses goûts musicaux variés ont transformé la société. Il a inauguré une nouvelle ère en modifiant la musique et les mœurs sociales. L'effet de son triomphe était évident. Elvis Presley n'est plus ignoré. En 1957, I'll continue. Le 6 janvier, il apparaît dans l'Ed Sullivan Show pour la troisième et dernière fois. Cette fois, les caméras ne le filment que du haut de la taille, contrairement à l'indignation de l'année précédente. L'ironie est claire lorsqu'il inclut Peace in the Valley dans son set de 5 chansons. La légendaire personnalité de la télévision Ed Sullivan a calmé les critiques. Il a apprécié le personnage d'Elvis à la télévision et a assuré aux téléspectateurs que la jeune star était un homme bon et qu'il était un plaisir de la voir dans l'émission. Malgré l'animosité, il y a eu une rare manifestation publique de soutien à Elvis. Elvis Presley était bien connu à l'étranger. Le New York Times a fait état de ventes illégales de disques de Presley en URSS, en l'absence de sa musique. Les fans créaient des enregistrements pirates à partir de plaques radiographiques abandonnées. Ils les vendaient 50 roubles, ce qui était beaucoup à l'époque et environ 130 $ aujourd'hui. Chez lui, Elvis battait des records. Son CD de Noël a été en tête des charts pendant un mois et s'est vendu à 20 millions d'exemplaires. La chanson Jailhouse Rock, inspirée de son film, a ensuite atteint la première place. Des décennies plus tard, Rolling Stone l'a classé 216e meilleure chanson de tous les temps. Teddy Bear, Can't Help Falling in Love, Are You Lonesome Tonight? All Shook Up at Blue Suede Shoes ont ravi ses fans. Sa vie était sur le point de changer, mais il appréciait son ascension rapide. Ignorant que ce serait sa dernière représentation avant de passer aux Rangers, Elvis se produit à Hawaï en novembre 1957. Il passe son premier Noël à Graceland avec sa famille, décorant le manoir pour l'occasion. Au milieu de la fête, une lettre avec sa notification de conscription arrive. C'est la nouvelle qu'il attendait, mais c'est aussi un tournant important dans sa vie. Service militaire et mariage. Il s'est même enrôlé dans l'armée américaine. Malgré tous les efforts de l'armée, la carrière d'Elvis Presley a continué à prospérer. Sa carrière militaire a officiellement commencé en mars 1958 lorsqu'il s'est présenté au bureau de recrutement de Memphis et a reçu l'emblématique GI, Buzz O'Shea of Fort Chaffee, en Arkansas. Ensuite, il a suivi une formation de base de 6 mois à Fort Hood, au Texas, lors de son premier congé. Elvis n'en profita pas. Dans le studio d'enregistrement, lors de ce qui serait sa dernière session jusqu'en 1960, il produisit le tube A Big Hunk of Love. Ce bref retour à la musique lui procura de la joie. Mais il fut suivi d'une nouvelle dévastatrice, alors qu'il se préparait à partir pour l'Europe. Sa mère, Gladys, tomba gravement malade. On lui diagnostiqua une hépatite aiguë et elle fut envoyée dans un hôpital de Memphis. Après avoir obtenu un congé d'urgence, Elvis vint la rejoindre pour ses derniers jours, le 12 août. Après une brève convalescence à Graceland, il reçut la terrible nouvelle le 14 août. Gladys décéda à l'âge de 46 ans.
Elle fut enterrée le jour même et Elvis, dans son chagrin, dut trouver la force de reprendre ses fonctions militaires. Pendant son séjour en Allemagne, Elvis trouva une lueur de bonheur. Il rencontra une jeune adolescente nommée Priscilla Beaulieu. Son beau-père, Le capitaine Joseph Beaulieu, avait été affecté à la base aérienne de Wiesbaden. Un ami commun rencontra Priscilla et Elvis lors d'une fête, ce qui déclencha une romance qui allait changer leur vie, leur relation s'approfondissant. Ils se marièrent en 1767 à Las Vegas. Pendant son service militaire, Elvis gravit les échelons jusqu'au grade de sergent. Sa carrière militaire prit fin le 2 mars 1960, lorsqu'il rentra aux États-Unis et fit face aux médias dans le New Jersey. Le 5 mars, il fut officiellement démobilisé. À son retour, des journalistes et des admirateurs se rassemblèrent à Graceland, à Memphis, pour l'accueillir. Lors d'une conférence de presse tenue dans le bureau de son père le 8 mars, Elvis prononça un modeste discours à la presse. Malgré son immense popularité, il avait servi son pays comme n'importe quel autre soldat, sans traitement de faveur. Au cours de ses 2 années de service, il s'était épanoui sur le plan personnel. Mais il ne pouvait se défaire de la crainte que sa célébrité n'ait diminué pendant son absence. Cependant, à en juger par les foules qui se pressaient à Graceland, Elvis n'était certainement pas tombé dans l'oubli. Les années 1960 et 1970. Lorsqu'Elvis quitta l'armée en 1960, il fit rapidement son retour sur le devant de la scène. Le blues régnait sur les hit parades et son GI captivait les téléspectateurs avec des films comme Viva Las Vegas et Blue Hawaii. Ils ont rapporté beaucoup d'argent et leurs bandes originales ont été très appréciées par les téléspectateurs, même si tous leurs films n'ont pas reçu des critiques favorables. Cependant, l'attrait cinématographique d'Elvis s'est estompé à la fin des années 1960. Elvis n'était pas prêt à se retirer, malgré le fait que sa carrière semblait être à la croisée des chemins et que ses fans étaient de plus en plus déçus. En 1968, il fit un retour triomphal à la télévision, rappelant à tous pourquoi il était toujours le roi du rock and roll. Sa voix, son charme et sa présence scénique captivante séduisirent le public, prouvant qu'il n'avait pas perdu la main. Pendant cette période, sa vie personnelle semblait également prospérer. En 1968, il épousa Priscilla et ils eurent une fille, Lisa Marie. Pendant un temps, Elvis semblait tout avoir. La célébrité, une famille et un nouveau départ. Mais le bonheur fut éphémère. Dans les années 1970, son mariage commença à montrer des signes de rupture. Elvis et Priscilla ont tous deux été confrontés à l'adultère, et leur mariage n'a cessé de se détériorer. Après un certain temps, ils se sont séparés, laissant Priscilla s'occuper de Lisa Marie pendant qu'Elvis travaillait sur ses problèmes personnels. En 1973, la vie d'Elvis Presley a pris une tournure négative. Sa dépendance aux médicaments a commencé à avoir un impact négatif sur sa santé. Sa santé s'est détériorée, et la beauté autrefois mince luttait désormais contre le poids. Cet automne-là, son état s'aggrava et il fut transporté à l'hôpital. Il était bien loin de l'artiste plein de vie que le public avait appris à apprécier. Malgré ses difficultés personnelles, Elvis continua de dominer la scène. Ses tournées et ses spectacles à Las Vegas continuèrent de remporter un énorme succès partout où il allait, attirant un public considérable. Sa dernière représentation eut lieu à Indianapolis en juin 1977. Puis, sachant que ce ne serait jamais le cas, Elvis retourna à Graceland pour préparer une nouvelle tournée. La Mort. Le séjour d'Elvis Presley à Graceland prit fin le 16 août 1977. Le roi du rock and roll décéda à l'âge de 42 ans. L'une des principales causes de sa mort, attribuée à une insuffisance cardiaque, était l'utilisation de médicaments sur ordonnance. La nouvelle a choqué des millions de fans, qui ont pleuré la perte d'une idole. Elvis a été inhumé à Graceland, aux côtés de sa mère Gladys, de son père Vernon et de sa grand-mère Minnie Mayhood Presley. Le domaine est devenu un lieu de recueillement où d'innombrables personnes sont venues rendre hommage à sa mémoire. Le jour de sa mort, Transworld Delivery, une entreprise de livraison de fleurs, a reçu plus de 300 commandes d'hommages floraux, établissant un record pour une seule journée aux États-Unis. 2 jours plus tard, le 18 août, des milliers de personnes se sont rendues à Memphis pour assister aux funérailles d'Elvis Presley.
On estime que 18 000 fans ont bordé Elvis Presley Boulevard avec des pancartes, des fleurs et des bibelots. Le corbillard Cadillac blanc transportant son cercueil drapé de roses reflétait l'amour et le respect que lui portaient ses admirateurs. Alors que les rues étaient remplies de personnes en deuil, Graceland accueillait une cérémonie privée pour environ 200 membres de la famille et amis proches. Parmi les personnes présentes pour rendre hommage à l'homme qui avait apporté une contribution significative en divertissement figuraient les stars hollywoodiennes John Wayne, Burt Reynolds, Anne Margaret et Caroline Kennedy. Le mystère et les spéculations sur la vie d'Elvis ont persisté après son décès, malgré les funérailles sombres et sereines. Même après sa mort, il est resté un personnage intriguant, et son héritage continue d'évoquer à la fois le mystère et la joie. La controverse entourant la tombe d'Elvis Presley. Le 6 août 2007, Elvis Presley est décédé de manière inattendue, choquant le monde entier et laissant ses fans désemparés. Mais son histoire prit une tournure inattendue lorsqu'un incident étrange se produisit 9 jours seulement après son enterrement. Une tentative avortée de vol de la tombe qui ajouta au mystère de sa mort. Tard dans la soirée, 3 hommes furent aperçus rôdant autour du mausolée d'Elvis Presley. Raymond Green, Eugene Nelson et Ronnie Adkins. Leur plan était encore plus étrange que leur comportement suspect. Selon certaines sources, ils avaient l'intention d'utiliser de la dynamite pour pénétrer dans la tombe. Mais ils n'avaient pas apporté suffisamment d'explosifs pour réussir. Un employé du cimetière les a dénoncés à la police après avoir observé leur comportement étrange. Une petite quantité d'explosifs a été confisquée par la police, mais il était clair que le groupe n'était pas préparé. La crédibilité de Ronnie Adkins a été mise à mal après son arrestation pour fraude, mais il a fini par devenir informateur et impliquer ses collègues. En conséquence, les accusations portées contre les 3 hommes ont été abandonnées. Des années plus tard, Adkins a donné une tournure choquante à l'affaire. Il a affirmé que l'ensemble du complot aurait pu être planifié par un agent des forces de l'ordre travaillant avec la famille d'Elvis. Selon Adkins, le cimetière n'était pas légalement autorisé, malgré le souhait de la famille Presley de transférer Elvis à Graceland. Il affirma que le shérif Billy Talley avait collaboré avec la famille pour simuler une tentative de vol afin d'établir un dossier pour une protection supplémentaire. Selon Adkins, il s'agissait d'un stratagème visant à obtenir la permission d'enterrer Elvis à Graceland. Que l'héritage d'Elvis soit réel ou non, l'histoire a encore approfondi les questions qui l'entourent. Au fil des ans, les rumeurs sur les projets de révéler son tombeau ont poussé les fans et les théoriciens du complot à faire des conjectures folles. La vie d'Elvis Presley et son dernier lieu de repos ont continué à captiver le monde. Rumeurs et théories. Le mystère entourant la tombe d'Elvis Presley est aussi intriguant que le roi lui-même. Au fil des ans, des rumeurs et des spéculations ont circulé. Les fans et les théoriciens du complot prédisant que la famille Presley pourrait un jour révéler des détails sur sa tombe. Certaines de ces allégations suggèrent même qu'Elvis aurait mis en scène sa propre mort. L'un des indices les plus discutés est la gravure sur la tombe d'Elvis Presley. L'orthographe de son deuxième prénom, Aaron, a été modifié en 2A. Certains ont interprété cela comme un signal délibéré, un message secret suggérant que le roi n'était pas enterré là. Notant qu'Elvis a commencé à utiliser l'orthographe Aaron plus tard dans sa vie, certains nient cependant que l'erreur soit intentionnelle plutôt que conspiratrice. Dans une interview accordée à Oprah Winfrey en 2005, un autre indice présumé a été révélé. En pensant à la relation d'Elvis Presley avec leur fille, Priscilla Presley a semblé faire une erreur en utilisant le présent avant de se corriger rapidement. Cet épisode a renforcé l'idée qu'Elvis pourrait être encore en vie. De même, lorsque Lisa Marie Presley a évité de répondre à une question dans une interview de 2003 avec Larry King sur l'existence d'un lien spirituel avec son père. Les fans ont émis des conjectures sur son choix de mots, qu'elles soient motivées par une foi sincère ou par un refus de laisser partir leur idole. Ces croyances ont perpétué l'héritage d'Elvis d'une manière unique et souvent déroutante. Pour de nombreux admirateurs, la perspective de la survie du monarque est tout simplement trop excitante pour être ignorée. Des apparitions d'Elvis après sa mort. Après son enterrement, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Elvis aurait planifié sa propre disparition.
même lorsque les professionnels de la santé ont confirmé son décès. Certaines personnes sont convaincues que le monarque avait tout inventé pour échapper aux pressions de la célébrité et vivre une vie plus détendue. Au fil des ans, des personnes ont déclaré avoir aperçu Elvis un peu partout en Amérique du Nord. Pour rassembler ces témoignages, la Elvis Sighting Society a même été fondée en 1989. L'une des rumeurs les plus connues a commencé en 1990, lorsque des fans ont reconnu un homme à l'arrière-plan d'une scène de Home Alone à l'aéroport. L'homme avait une barbe et un col roulé, et il ressemblait tellement à Elvis que plusieurs personnes ont cru à tort qu'il s'agissait du roi lui-même. Les sceptiques comme l'enquêteur paranormal Ben Radford ont rapidement mis en doute l'histoire. Étant donné qu'Elvis avait fait tant d'efforts pour apparaître mort, Radford se demandait pourquoi il se serait présenté sans se soucier de son apparence comme figurant dans un film très médiatisé. Il a également mentionné que personne sur le plateau ne semblait reconnaître l'un des visages les plus célèbres de l'histoire. Pour régler le différend, le réalisateur de Maman, J'ai raté l'avion, Chris Columbus, a admis que l'homme n'était pas Elvis mais Gary Richard Grott, un figurant et ami proche de Columbus. En 1988, une station de radio de Nashville attisa les rumeurs en promettant $1 million. À quiconque parviendrait à convaincre Elvis de se présenter en personne pour une interview en direct. Le but de cette opération était soit de le faire sortir de sa cachette, soit de mettre fin aux rumeurs. Les Manly, In Search for the King, un jeu vidéo bizarre de 1990 dans lequel les joueurs se lancent dans une aventure virtuelle pour retrouver Elvis et récupérer le prix. C'est même inspiré de cette quête. Les spéculations constantes sur la question de savoir si Elvis Presley avait réellement planifié sa disparition ou s'il repose en paix à Graceland n'ont fait qu'ajouter à l'énigme qui l'entoure. Des décennies plus tard, sa réputation et les mystères entourant sa vie continuent de captiver les fans du monde entier. Bien qu'Elvis Presley soit décédé il y a 40 ans, son coffre-fort secret démontre que son héritage perdure et est plein de surprises. Quel est l'artefact le plus intriguant de la chambre forte? N'hésitez pas à partager vos idées dans la section commentaires. Je serais ravi de les entendre. Pour d'autres révélations étonnantes sur les idoles que nous aimons, veuillez aimer, partager et vous abonner si cette histoire vous donne des frissons comme elle m'en a donné. Merci de votre visite.